Parfait. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce sixième panel intersectoriel des dialogues pour le climat. On est très content de vous avoir avec nous cet après-midi. Alors, avant toute chose, même si c'est un événement qui est virtuel, il est important de reconnaître d'où nous rejoignons cet appel. La majorité de nos organisations sont basées à Tiohtià:ke, communément connu sous le nom de Montréal, un territoire qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, y compris les nations Haudenosaunee et Anishinaabe. Nous tenons à honorer, reconnaître et respecter ces nations à titre de gardiennes traditionnelles des terres et de l'eau sur lesquelles nous nous rejoignons aujourd'hui. Je vais mettre aussi tout à l'heure là, un lien dans le clavardage que je vais vous inviter à aller regarder. On souhaite aussi remercier nos commanditaires et les organisations partenaires qui permettent cette quatrième édition des Dialogues pour le climat. Les Dialogues pour le climat, ce sont 2 semaines de rencontres intersectorielles qui coïncident avec les dates des conférences des parties à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Cette année, c'est donc la CDP 29 ou COP29 en anglais, qui se déroule à Bakou, là, en Azerbaïdjan, depuis le 11 novembre dernier. Les dialogues offrent une plateforme qui est très propice aux échanges et à l'apprentissage, que ce soit sur des sujets relatifs au CDP ou aux enjeux environnementaux qui touchent le Québec et le Canada. Les dialogues ont pour but de rehausser l'ambition climatique, de sensibiliser à l'environnement et aux négociations climatiques, en plus de mobiliser la société civile face au CDP. Pour accéder à l'ensemble des événements organisés dans le cadre des dialogues, je vais vous inviter à aller visiter la programmation, que je vais mettre aussi là, dans le clavardage. Pour cet événement, vous avez pu voir qu'il est enregistré. C'est pour permettre aux personnes là, qui ne peuvent pas se connecter en direct de pouvoir regarder l'événement là, par rattrapage. Donc, il va être publié prochainement sur la chaîne YouTube de Réalité climatique Canada. Et on vous garde du temps à la fin pour une période de questions. Donc, je vous invite à mettre vos commentaires, vos questions, soit dans les clavardages directement, soit alors dans la boîte Q&A qui se situe en bas de votre écran pour pouvoir là, poser vos questions à nos experts et expertes. Et sans plus tarder, j'ai le plaisir de vous présenter votre animatrice, Blandine Sébilo, analyste en mobilité durable chez Éguiter. Donc, bonjour Blandine et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, oui, merci Agathe, bonjour à tous et à tous. Donc, bienvenue à ce panel consacré à, on peut dire, l'intersection entre mobilité durable et urbanisme et à la construction de villes résilientes. Mon nom est Blandine Sebilo, je suis analyste en mobilité durable chez Équiterre et donc je vais avoir le plaisir d'animer ce panel aujourd'hui avec nos quatre experts. Avant de vous les présenter, je vais donner quelques mots d'introduction en fait pour faire quelques liens entre justement les trois thématiques qui nous occupent, qui nous préoccupent aujourd'hui. Commencer par les transports. Au niveau mondial, puisque là, on est dans le contexte de la COP29, donc on prend un pas vers le haut. Le transport, c'est la source d'émissions de gaz à effet de serre qui croît le plus rapidement, représentant 27% des émissions. En milieu urbain, le secteur, donc toujours au niveau mondial, c'est responsable d'un tiers de nos émissions et jusqu'à 25% des particules fines nocives dans l'air. C'est aussi c'est aussi le secteur à la croissance la plus rapide en termes d'émissions. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 9 personnes sur 10 vivent aujourd'hui avec un niveau de pollution de l'air malsain et le transport contribue fortement à ça. La mauvaise qualité de l'air dans les zones urbaines est devenue une cause majeure de maladies et qui touche particulièrement les populations vulnérables. Donc le transport, c'est un enjeu de santé publique. C'est aussi un enjeu économique. À Montréal, par exemple, les coûts sociaux de la congestion routière sont évalués à 6 milliards de dollars et on projette qu'ils atteignent 10 milliards de dollars d'ici 2030 en cas de status quo, c'est-à-dire si on n'est pas plus ambitieux dans nos actions. Et les coûts sociaux, ça inclut les coûts sur la santé et ça inclut aussi les coûts sur la perte, liés à la perte de productivité. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des villes à travers le monde qui s'organisent pour agir. Montréal, par exemple, fait partie d'une initiative qui s'appelle C40 ou C40, qui regroupe aujourd'hui plus de 100 villes qui sont engagées à élaborer des plans d'action climatique conformes à l'objectif de limitation du réchauffement à 1,5 degré et qui s'engagent donc à des actions ambitieuses d'ici 2030. Alors ces questions, elles sont particulièrement critiques à un moment où nos villes, en plus de faire face aux défis climatiques, elles doivent répondre ici au Québec et dans tout le Canada à une crise du logement sans précédent. L'augmentation des coûts de l'immobilier, l'insuffisance des logements abordables obligent de nombreux ménages à se déplacer plus loin des centres urbains, ce qui aggrave leur dépendance à l'automobile et contribue à l'étalement urbain. Au Québec, en particulier, le Comité consultatif sur les changements climatiques a remis récemment, en fait, cet été, un avis au ministre de l'Environnement du Québec qui appelait à des changements plus profonds. Donc, parmi leurs recommandations, on peut compter les suivantes: de densifier les villes, d'assurer le déploiement de services publics de proximité, de réduire le nombre et la taille moyenne des véhicules, de créer des environnements favorables au transport actif, collectif et partagé, mais aussi de réduire le volume de marchandises transportées
et de soutenir massivement le transfert modal. Donc, vous l'avez compris, l'urbanisme et la mobilité durable jouent un rôle stratégique, non seulement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour renforcer la résilience des communautés face aux aléas climatiques et améliorer la qualité de vie aussi des résidents et des résidentes urbaines. Et pour finir, je vais vous donner une petite définition de la résilience. D'abord mentionner que, vous le savez, les villes qui ont été frappées par des catastrophes de grande ampleur, par exemple la ville de la Nouvelle-Orléans ou la ville de Kobe ont fait face à des tremblements de terre ou des ouragans il y a 10 ou 15 ans. On voit que ces villes-là peuvent mettre plus de 10 ans pour revenir à la situation antérieure à la catastrophe. Alors, à Montréal, c'est plutôt c'est plutôt les inondations qui nous affectent de plus en plus. Mais la question de la résilience, elle se pose aussi à travers justement les catastrophes naturelles et les aléas climatiques auxquels on fait face de plus en plus. Non seulement pour la sécurité des gens, mais aussi pour les infrastructures de transport. Alors, la résilience, une fois qu'on a dit ça, ça peut se définir par la capacité de tout système urbain et de ses habitants à affronter les crises et leurs conséquences, tout en s'adaptant positivement et en se transformant pour devenir pérennes. Les villes résilientes sont donc mieux à même de protéger et d'améliorer la vie des gens, de sécuriser leurs acquis, mais aussi de promouvoir un environnement favorable aux investissements et de favoriser des changements positifs. Donc aujourd'hui, on a la chance de croiser des perspectives complémentaires de 4 experts qui vont nous aider à mieux comprendre comment conjuguer urbanisme et mobilité pour faire de nos villes des modèles d'adaptation et aussi des lieux où il fait bon vivre. Donc j'ai le plaisir d'accueillir autour de la table Blaise Rémillard, qui est responsable mobilité et urbanisme au Conseil régional de l'environnement de Montréal. Bonjour Blaise. Jean-Philippe Bonjour. Noche, professeur à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Dominique Aubry, coordinateur du secteur transport terrestre au Syndicat canadien de la fonction publique. Bonjour Dominique. Et Audrey Frédéric Lavoie, qui est conseillère aux politiques et affaires publiques au Center for Cities, donc qui est un think tank basé au Royaume-Uni. Bonjour Audrey. Alors, pour commencer, j'aimerais mettre la table en fait autour justement du concept de ville résilience. Est-ce que chacun d'entre vous pourriez me dire ce qu'est pour vous une ville résiliente et comment votre travail s'inscrit au quotidien dans cette vision? Je vous laisse lever la main à tour de rôle. Je peux peut-être briser la glace. Je pense qu'on a eu une bonne définition de ce qu'est une ville résiliente. Je ne veux pas répéter ce qui a été dit, mais moi, j'aime bien dire que les villes résilientes sont celles qui sont capables de faire face à un ensemble d'aléas, de changements, de choses qui sont imprévisibles, mais des fois, même des choses qui sont prévisibles. Donc, c'est sûr qu'en termes de changement climatique, on va parler beaucoup de changement ou d'adaptation à des nouveaux climats. Beaucoup d'enjeux vont toucher notamment la gestion de l'eau. C'est-à-dire que l'eau n'a pas tendance à se comporter de la même façon avec les changements climatiques. Soit on en manque à certains moments, il y en a trop à d'autres moments. Donc, c'est les volumes d'eau qui se transforment, les rivières qui sortent de leur lit ou des systèmes d'égouts pluviaux qui n'ont pas été réfléchis en fonction des nouvelles précipitations qu'on va avoir aujourd'hui. Donc, ça pose toutes sortes de défis pour les villes d'être capables d'absorber des transformations du climat comme des précipitations plus abondantes ou des rivières qui sont plus capables de gérer les eaux parce qu'on les a transformées aussi, entre autres, des fois. Ce n'est pas seulement des changements climatiques, mais c'est le changement des territoires aussi. Il y a aussi tout ce qui s'appelle chaleur. Donc, on parle de réchauffement climatique, donc plus de chaleur, plus d'îlots de chaleur, plus de zones dans les villes qui vont créer des inconforts. Donc, on va essayer d'avoir des villes qui sont capables de résorber ces enjeux-là, mais aussi des transformations qui ne sont pas nécessairement liées au changement climatique, mais au changement socio-démographique. On n'a qu'à penser à la montée importante du télétravail dans la production de nos villes. Ça a changé les façons dont les gens se déplacent. Ça change aussi les façons dont les gens occupent le territoire, comment ils veulent habiter. Ça peut changer aussi la dynamique des villes, de croissance des villes. Donc,
comment les villes sont capables de s'adapter aux changements technologiques, notamment dans les communications ou dans les transports qui vont changer les mobilités. On peut penser à éventuellement l'arrivée des voitures autonomes ou des transports par drone qui vont transformer nos villes. Quelles villes vont être adaptées ou capables d'être résilientes face à ces transformations technologiques-là? Il y a aussi des transformations sociales. C'est-à-dire comment est-ce que nous, on réagit au changement climatique en essayant de mettre certaines contraintes sur l'utilisation de certains modes de transport. Donc, si on voulait, par exemple, réduire la présence de l'automobile dans nos villes, ce n'est pas nécessairement une conséquence des changements climatiques ou quoi que ce soit, mais ça peut être des politiques publiques qu'on veut mettre en place, donc une contrainte sociale sur l'utilisation de certains modes de transport. Quelles villes vont être les mieux adaptées à des restrictions sur l'usage, en fait, des fois, ça peut être juste l'usage des carburants fossiles. Donc, si on se met à taxer le carbone, par exemple, ça change l'accès aux mobilités. Donc, on doit avoir des villes qui vont s'adapter au fait que peut-être qu'on pourra moins utiliser de carburant fossile dans le futur, moins utiliser la voiture. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir avoir des villes qui sont connectées, interconnectées entre elles, mais aussi qui garantissent une certaine mobilité, une certaine accessibilité, avec des contraintes sociales qu'on pourrait vouloir s'imposer dans le futur, notamment à travers certaines utilisations ou l'utilisation de certains moyens de transport, dont la voiture individuelle. C'est quoi mon travail, moi, là-dedans? Moi, je suis formé en économie. Je travaille à l'École d'urbanisme et d'architecture du paysage à l'Université de Montréal. Je forme des urbanistes, mais je les forme sur les questions d'économie du territoire. Moi, je travaille beaucoup sur les outils financiers, outils de politique publique qui viennent, généralement contraindre ou encadrer le comportement des gens dans l'espace urbain, mais aussi qui viennent donner des outils aux villes pour être potentiellement plus résilientes dans le futur. Donc, comment est-ce qu'on met en place des territoires qui sont plus résilients? Quelles sont les politiques publiques qui vont venir pousser ces changements-là? Moi, je travaille sur ces politiques publiques-là par l'aspect plus économique, finances publiques, mais sur ces outils-là que je travaille. Ben, je peux me permettre de prendre la balle au bon un petit peu parce que ce que M. Meloche vient d'expliquer, je suis entièrement d'accord dans le sens où, en gros, c'est du changement. Il y a du changement qui s'impose parce que le climat change, parce que les conditions changent, le contexte économique change aussi. Puis, ben, la résilience, pour que ça se fasse comme il faut qu'elle soit encadrée. Les changements doivent être encadrés, doivent être prévus ou prévisibles au maximum. C'est sûr qu'il y en a qui sont imprévus, mais dans tout ce qui est prévu, il y a moyen de bien l'encadrer. Puis, à partir des politiques qui sont émises et des outils à la disposition des décideurs et des législateurs, mais il faut venir encadrer un petit peu le comment on va le faire, comment on va l'amener de façon opérationnelle en service public ou en service à la population ou en mécanisme. Puis, pour ma part, c'est un petit peu ça mon travail, c'est de s'assurer que ces changements-là sont faits, les nouvelles politiques mises en place ou les politiques existantes ou les moyens économiques soient, soient opérés ou soient décidés de la façon la plus équitable possible, équitable dans un sens où et l'utilisateur ou le citoyen ou le salarié, la personne salariée, en bénéficie le mieux possible. C'est un petit peu ça au niveau du travail. Au niveau de mon travail, ce qu'on fait, c'est qu'on négocie les conditions dans lesquelles ces changements-là vont s'opérer, vont se faire avec les personnes salariées concernées, plus particulièrement dans le domaine du transport terrestre, dans mon cas, mais on touche à plusieurs sphères au niveau des salariés. Merci Dominique. Est-ce que Blaise, tu veux prendre le relais? Ah ouais, ben je peux en rajouter un petit peu. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déjà dites. Je peux rajouter à ça que dans les dimensions de la résilience, il y a un travail de préparation à la résilience. Donc, il y a différentes caractéristiques qu'une ville peut se donner, puis certains mécanismes qu'une ville peut se donner pour être plus résiliente. Et puis, je dirais que celui qui, bon, il y a toutes sortes de choses là-dedans, comme la modularité, la
redondance? Est-ce que si une ligne de métro pète, on a d'autres services de transport, par exemple, qui peuvent prendre le relais? Ça, c'est un exemple de résilience des systèmes. La diversité aussi. Donc, si on a une économie monofonctionnelle qui repose sur le pétrole, puis que, bon, on se passe de cette énergie-là, ben, on a une grave crise économique. Mais si on a un écosystème économique qui est diversifié, comme on a à Montréal, ben, on va passer mieux à travers des crises économiques, par exemple, comme on l'a vu durant la COVID, où Montréal s'en est quand même bien tiré parce que justement, on avait une économie diversifiée puis un centre-ville avec une mixité d'usages intéressante. Puis, il y a une composante qui, je pense, qui est celle dans laquelle on œuvre beaucoup, là, nous tous ici, c'est le feedback. Donc, c'est la question de comment la ville va réussir à percevoir l'information sur le changement qui arrive et puis pouvoir transférer ça en action puis en ajustement de ces différentes fonctions politiques, infrastructures, etc. Donc, nous, c'est vraiment ce qu'on fait, c'est qu'on on mobilise la connaissance, on fait de la concertation des acteurs au Conseil régional de l'environnement là, sur le territoire de l'île de Montréal. Et puis, on va être un peu comme M. Meloche en proposition de politique publique qui vont être adaptées donc, au territoire. Puis, bon, on va concerter les acteurs pour arriver à vraiment proposer puis avoir une force politique qui va s'adapter puis qui va faire qu'on change dans les bonnes directions. Puis aujourd'hui, je vais vous parler de politique qu'on propose, là, lié avec deux publications qu'on a faites récemment. Donc, un livre blanc sur les questions de stationnement, dans lequel M. Meloche est amplement cité. Et puis aussi un cadre de référence sur les approches de quartier pour réduire la surmotorisation qu'on a fait dans le cadre de transition en commun avec un groupe de travail sur la démotorisation. Merci Blaise. Ben oui, on a hâte de t'entendre sur ces aspects-là aussi. Audrey, est-ce que tu voulais compléter ta définition d'une ville résiliente et puis présenter ton travail dans ce cadre-là? Oui, bien sûr. Mais je ne vais pas trop répéter. Je pense que ça, tous et chacun, on est venu à une bonne définition de qu'est-ce qu'on pense qu'est une ville résiliente. Mais je pense qu'il y a une couple d'affaires qui sont intéressantes où on a tout partagé un peu certains aspects. On a parlé de tensions, de stresseurs, de chocs à court terme aussi. On parle d'inondation, de tremblements, ce qui se passe moins ici au Québec, mais on parle aussi de tensions à long terme. Donc, comment on gère ça, comment on communique ça. Puis je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important. Puis comment on co-détermine tous ensemble aussi, donc pas juste avec les décideurs publics puis les académiques, mais comment on détermine tous ensemble qu'est-ce que ça veut dire être une ville résiliente, puis on s'en va où par rapport à ça. Fait que ça, c'est un petit recap de tout ce qui vient d'être déjà dit. Moi, ce que je fais, c'est un peu différent des personnes qui sont sur le panel en ce moment. Donc, je suis basée au Royaume-Uni, à Londres. Il fait très, très noir en ce moment, comme vous pouvez voir, pour un think tank ou un institut de recherche qui est indépendant et non partisan, qui se dévoue à aider les villes et les municipalités au Royaume-Uni à atteindre leur plein potentiel économique. Donc, on s'attarde vraiment à tout plein d'enjeux, de sujets comme le logement, le transport, la transition écologique, la productivité ou même la fiscalité des villes. Donc, ça me permet d'avoir un peu une vue de comment ça se passe à l'extérieur du Québec, mais aussi j'ai beaucoup fait d'analyses dans la dernière année sur ce qui se passe ailleurs dans le monde au niveau de la transition écologique, plus spécifiquement comment on bâtit, où on bâtit, donc tout ce qui est réforme du zonage et excuse moi en anglais, mais l'urbanisme de façon générale, puis par la suite comment on bouge dans la ville. Comment on crée des connexions avec les autres paliers, donc tout ce qui est comme politique, communication, puis finalement comment on chauffe et refroidit nos villes et ainsi que nos bâtiments.
Donc, c'est un peu sur quoi je travaille. Donc, j'ai peut-être une vue un peu plus globale sur la situation à l'international. C'est ce que je pense amener ce soir ou cet après-midi pour vous. Super, merci Audrey, puis merci d'être là si tard pour toi dans ton créneau horaire pour être avec nous. Donc là, on a bien complété la définition de la résilience. On comprend que il faut se préparer à des changements sociaux, peut-être aussi à des contraintes, que aussi la résilience, ça passe par de nouvelles politiques qui doivent être opérées de manière équitable pour les salariés. On a dit aussi que ça prenait des mécanismes de relais au sein des villes. On a besoin de diversité économique pour mieux traverser les crises. Et puis, tout ça doit se faire dans la concertation aussi de tous les acteurs. Je vais revenir à toi, Blaise. En fait, tu nous as donné donc ta définition d'une ville résiliente et toi, tu es au cœur de ces enjeux-là à Montréal en particulier. Est-ce que donc, tu pourrais nous parler de ta vision pour Montréal comme ville plus mobile et moins dépendante aux autos? Tu nous as mentionné notamment les deux rapports super pertinents sur lesquels vous avez travaillé au Conseil régional de l'environnement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta vision de Montréal comme ville plus résiliente? Oui, bon, ben, par rapport aux questions là, qui touchent la mobilité, ben, on n'est pas très originaux, on se fie sur les principes de réduire, transférer, améliorer. Donc, réduire qui est donc d'arriver à réduire nos distances, réduire les déplacements superflus. Euh, Transférer qui va être ben, utiliser les modes de déplacement là, qui déplacent le plus de monde au moindre coût. Là. Donc, on parle de transport actif, de transport collectif. Puis finalement, ben, arriver avec l'amélioration, donc électrifier nos véhicules, les partager davantage pour vraiment avoir le moindre impact. En fait, les retombées les plus positives possibles. Dans une ville qui est déjà bâtie aussi, ben, il y a vraiment toute une question de l'allocation de l'espace puis des ressources financières de façon à arriver à soutenir les modes puis les usages qu'on veut avoir. Là. Puis je pense que quand on parle de résilience, il y a beaucoup la question de l'espace, la compétition pour l'espace et les ressources financières est vraiment importante. Donc, si on veut planter des arbres, ajouter à notre canopée pour diminuer les îlots de chaleur, ben, il faut prendre cet espace-là quelque part. Puis, ben, typiquement, on peut le prendre dans un des usages qui est le moins efficace de notre espace, qui est l'automobile. Là. Donc, l'automobile prend beaucoup d'espace parce qu'elle est stationnée 95% du temps, parce qu'il y a généralement une seule personne qui va se déplacer dans le petit 5% où elle est en mouvement. Donc, ça prend énormément de place. Puis, on a eu tendance à vraiment exagérer l'offre de stationnement. Alors, on a des stationnements qui sont aussi sous-utilisés. Là, donc, la plupart du temps de la journée, ben, les stationnements sont vides. Donc, cette question-là là, de l'allocation de l'espace, elle me semble centrale dans la question de la résilience puis de la mobilité. Puis comment on y arrive? Il y a beaucoup de choses à faire, là. C'est un gros chantier. Dans notre cadre de référence, là, on est arrivé à sortir 6 types de stratégies qui vont devoir être utilisées à différents moments ou à différents territoires. Donc, on va parler pour les catégories de public qui ont peu de moyens de se passer de la voiture et qui veulent s'en passer, ben, on peut alors les soutenir leur mobilisation, soutenir par des incitatifs qui vont leur permettre de transférer vers d'autres modes. Puis à l'autre bout du spectre, on a
des gens qui ont beaucoup de capacités, qui ont de l'argent, sont en santé, qui choisissent l'auto de façon, je dirais, plutôt arbitraire ou plutôt parce que c'est pour leur confort. Alors, ces personnes-là, on peut davantage utiliser des moyens réglementaires, tarifaires ou insister sur des développements de compétences, donc pour accroître leur aspiration ou contraindre leur changement. Puis ben, au cœur de tout ça, ben, il y a l'aménagement qui va favoriser les autres modes que l'auto. Puis il va y avoir aussi tout l'aspect culturel, la symbolique, qui va faire en sorte là, qu'on considère plus que c'est normal. Par exemple, au centre-ville, on pense tout le temps à la congestion puis à l'automobile comme qu'un problème très central, alors que c'est une minorité des déplacements qui sont faits en voiture au centre-ville de Montréal, c'est moins de 35%. Alors, il faut remettre les choses en perspective. Même on est rendu au niveau de l'agglomération que la majorité des déplacements ne se font pas en automobile. Alors, on n'est pas une ville d'automobile. Et ça, je pense que c'est majeur. La symbolique, puis faire changer le discours public, puis la perception que les gens ont que l'automobile, c'est normal, puis qu'on doit tout euh, planifier autour de ça. Et voilà, puis une des choses les plus importantes, une des conséquences de cette normalisation de l'automobile, ben, c'est qu'on supporte énormément la possession automobile puis les externalités de l'automobile. On a parlé de congestion tout à l'heure, hein, 6 milliards, c'est l'ensemble de la société qui le paye. On parle donc de changement climatique également, ça entraîne des coûts importants. À chaque fois que je vois des inondations, des feux de forêt, je pense à la petite part que l'automobile a là-dedans. Puis c'est une pas mal grosse part au Québec, puis à Montréal. On est au-dessus de 20% de nos émissions de gaz à effet de serre qui viennent de l'automobile. Alors, je pense que arrêter de supporter normalement la possession automobile puis ses externalités est vraiment un des gros chantiers qu'on a à faire. Puis là-dedans, ben, il y a toute une espèce de transition difficile à faire parce que les gens sont très dépendants de l'automobile. Ils n'ont pas l'impression qu'ils ont fait un choix d'en posséder dans plusieurs cas. Puis il y a des ménages à faible revenu aussi qui vont être trop impactés, plus impactés si on retire toutes nos subventions à l'automobile, notamment. Une qu'on propose, c'est de tarifier adéquatement l'espace de stationnement sur rue. La ville fournit de l'espace de stationnement sur rue pour une valeur d'un demi-milliard par année au Montréalais. C'était énorme. Ben donc, si on tarifiait mieux chaque case de stationnement, qui vaut à peu près 1 300 $ par année, ben, les ménages à faible revenu, évidemment, seraient très impactés par ça. Ou si on mettait des péages sur les ponts, ce seraient les automobilistes à faible revenu qui auraient à changer le plus leur comportement. Alors, faut penser avec cette dimension-là, je pense, pour l'acceptabilité dans le changement, puis de faire que ce soit juste. Nous, ce qu'on propose, c'est une allocation mobilité là, qui va venir aider les ménages dans leur mobilité, tous les ménages, donc les piétons, les usagers du transport collectif, les cyclistes et les automobilistes aussi à faible revenu pour qu'ils puissent donc mieux composer avec le retrait des subventions puis du support de l'État pour leur usage de l'automobile. Je vais m'arrêter là parce que ça pourrait durer une journée, cette discussion, cette réponse. Ouais. Merci Blaise. Et, une petite question en fait supplémentaire pour toi, c'est les politiques que tu viens de mentionner. Est-ce que toutes les villes aujourd'hui au Québec pourraient mettre ce genre d'initiative-là en place? Ou est-ce qu'il y a des particularités qui sont propres à certaines municipalités? Est-ce qu'il y a de la Oui. flexibilité, mettons, selon les municipalités aussi dans ces politiques-là? Oui, c'est une bonne question parce que c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. On a tendance à mettre beaucoup
de focus sur des nouvelles propositions puis des affaires innovantes qui vont demander des grands changements réglementaires, qui vont demander l'approbation d'Ottawa, de Québec, de la CMM, de tout. Mais déjà aujourd'hui, demain matin, la ville peut tarifer, les arrondissements peuvent tarifer leur stationnement sur rue. Ils n'ont pas besoin de demander l'avis à personne. Même chose pour une taxe sur le stationnement non résidentiel. On peut le mettre en place. En fait, il y en existe déjà, c'est juste que les taux ne sont pas suffisants pour changer les comportements des gens puis des investisseurs. Alors, par exemple, en contrepartie d'autres genres de politiques que nous, on va moins supporter avec ferveur, par exemple, une tarification kilométrique, c'est intéressant, puis il va falloir aller là, avec le véhicule électrique, mais on parle de quelque chose qui va arriver dans 5, 10 ans, alors que si l'idée, c'est de faire porter plus le coût de l'automobile aux automobilistes, mais on a déjà les mécanismes à travers le stationnement, par exemple, qui peuvent être mis en place demain matin, qui sont déjà en place, en fait, qui ne sont juste pas utilisés de façon optimale. Mhm. Super. Donc, on retient que les villes, les municipalités ont beaucoup de pouvoir à Oui, ce puis niveau-là. partout au Puis, Québec, hein, je n'ai pas mhm. tout à fait répondu à cette question-là, mais partout au Mhm. Québec, ces deux exemples-là, maintenant, toutes les municipalités ont le pouvoir de le faire. Merci, Blaise. Je me tournerai maintenant vers Dominique. En fait, j'ai une question pour vous qui concerne plus particulièrement donc le secteur des transports. Et c'est vrai que j'ai souligné les impacts du secteur des transports dans mon introduction. On dit qu'il faut des actions plus ambitieuses. Il ne faut pas oublier aussi que le transport, ben, ça ne concerne pas uniquement les usagers de transport collectif. Ça concerne pas non plus uniquement les propriétaires d'automobiles, mais quand on parle de changement, on parle aussi des impacts sur les travailleurs et les travailleuses donc, du secteur des transports. Euh, alors, une question donc, pour vous, Dominique, comment en fait on peut accompagner justement les travailleurs et les travailleuses de ce secteur-là dans une transition juste? Comment les accompagner donc vers une transition juste, puisqu'on parle beaucoup de transition juste aussi au cœur de tous ces enjeux, puis comme levier justement de changement. Mhm. Euh, Mais la Dominique. question est très large, puis je vais essayer de rester dans mon champ d'expertise, puis de ne pas embarquer dans un discours plus politique, mais parce qu'il y a des impacts à plusieurs niveaux. Puis pour accompagner les personnes, les travailleurs, travailleuses du secteur du transport, il y a plusieurs volets auxquels il faut faire face et qu'il faut se préoccuper. Il faut se préoccuper du volet social, il faut se préoccuper du volet économique, et il faut se préoccuper du volet opérationnel des changements et des transitions. Les transitions, ça amène du changement. Le changement, par nature, fait peur. La majorité des salariés, quand on parle de changement, ça amène des craintes, ça fait peur au monde. Puis ces changements-là, ben, notre rôle pour accompagner de façon le plus efficace possible, ben, première étape, c'est de comprendre ces changements-là. On doit comprendre le changement, mais on doit comprendre le besoin, puis on doit comprendre l'objectif qui est apporté par le changement. C'est nécessaire si on veut, de un, convaincre le monde d'embarquer dans le changement, puis de convaincre aussi, de créer une adhésion à ce changement-là. Parce que si les personnes qui travaillent dans le domaine n'adhèrent pas au changement ou n'adhèrent pas à l'idée, bien, on va le faire, on ne le fera pas en grande vitesse, ça va être de la confrontation, ça va être du changement qui va être laborieux, puis on ne sera pas dans les meilleures conditions pour arriver à des résultats qui vont nous amener la meilleure efficacité possible. Au niveau social, tous les changements ont des impacts, puis ça a des impacts sur beaucoup de monde. Puis je pourrais prendre l'exemple du REM pour exprimer l'image. Euh, dans notre accompagnement avec le monde, puis dans les changements, puis dans les façons de négocier, on a le rôle de jaser avec notre monde, nos membres syndiqués, mais on a aussi à apporter un contrepoids social, politique envers nos intervenants avec qui on parle, que ce soit les sociétés de transport, les OPTC,
c'est les opérateurs publics, là, ou les compagnies privées ou le gouvernement, que ce soit par la voie du ministère du Transport et Mobilité durable ou avec l'autorité du réseau métropolitain, bien, on a à apporter notre vision, puis apporter aussi le volet euh, social des projets. Le REM, dans son modèle de financement, on pourrait en reparler plus tard, mais dans son modèle de financement, il génère 8% de revenus, de rendement garanti. Donc, on regarde le transport aujourd'hui comme un service qui doit être rentable et à la limite produire des bénéfices. Fait qu'on a la responsabilité de défendre les services publics dans nos interventions et dans l'accompagnement des travailleurs, donc de dénoncer les projets qui contiennent certains enjeux, certains dangers au niveau sociopolitique, socio-économique. Puis ça fait partie de notre mandat de, de, de négociation quand on vient accompagner notre monde dans les négociations, de autant travailler sur le volet de leurs conditions de travail, les accompagner dans un changement, dans une transition qui, et les faire adhérer, mais c'est aussi de protéger le système public puis de protéger le bien public des dangers que soit les pressions politiques qui sont faites par le secteur privé, puis avec raison, là, chacun prône pour sa paroisse, mais il faut amener un contrepoids au discours d'un fois privés ou d'ailleurs, là, qui vont prôner la privatisation des services. Fait que le maintien des services publics est au cœur de nos préoccupations, mais ça fait aussi partie des mandats qu'on a. Il y a aussi il faut apporter nos connaissances du secteur, puis de comparer ou d'amener les comparaisons que ce soit au niveau du Québec, d'une société à une autre ou d'un transporteur à un autre, mais aussi de regarder ce qui se fait ailleurs dans le monde. Parce que les changements, c'est rare qu'on en invente, on regarde souvent qu'est-ce qui s'est fait ailleurs, puis on vient jumeler certains principes, mais il y a des dangers à ça, puis notre rôle fait partie, notre rôle est aussi de prendre ce que nos salariés vivent au quotidien et de l'amener à nos interlocuteurs. Que ce soit la clientèle qui dit aux chauffeurs d'autobus, moi, je tenais de prendre le transport en commun parce que les changements qui ont été apportés sur le réseau me poussent vers ma voiture. Ça, c'est ce qu'on se fait dire à tous les jours. Et c'est notre rôle de l'amener à nos interlocuteurs aussi. Parce que les changements, pas juste les salariés qui y vivent, il y a les directions qui y vivent, il y a les preneurs de décision qui les vivent. Puis il faut influencer leurs décisions avec ce que la personne usagée vit, mais aussi celui qui prend sa voiture à tous les jours et qui nous passe des commentaires par rapport au transport public. Ça fait partie de notre façon d'accompagner nos salariés. Mm. J'ai essayé de faire une réponse courte, mais moi aussi, ça pourrait durer une journée. La question était vaste. La question était vraiment vaste. On a parlé de Montréal. Là, grâce à Audrey, on a quand même une perspective internationale sur ce que font d'autres villes. Audrey, le travail que vous faites en fait à Center for Cities s'inspire des bonnes pratiques dans les villes, non seulement au Royaume-Uni, en Europe, mais je pense aussi plus largement à travers le monde. Et j'ai vu par exemple que vous aviez publié un rapport en 2023 qui s'appelle Lessons for Increasing Public Transport Ridership in UK Cities. Vous examinez là-dedans les leçons en fait tirées de Londres et d'autres villes internationales pour augmenter l'utilisation des transports publics. Bref, est-ce que c'est au-delà de Montréal, puis certainement de Londres, vous pourriez nous présenter des exemples de villes ou de municipalités en fait dont on pourrait s'inspirer au Québec pour justement améliorer la résilience de nos villes et puis œuvrer pour une mobilité plus durable. Oui, bien sûr.
Je vais juste attendre que le PowerPoint soit... Génial. Euh, oui, c'est ça. En a publié un rapport il y a pas si longtemps, en septembre passé, qui un peu faisait l'état des lieux de ce qui se passe dans plusieurs villes à travers le monde, sur lesquelles on peut s'appuyer puis s'inspirer. Puis on s'est un peu arrêté sur trois principaux axes d'action pour les villes qui sont, comme j'ai dit un peu plus tôt, le cadre bâti, l'énergie et la mobilité. Et comme a dit Blaise un peu plus tôt, on a déjà au Québec beaucoup de leviers existants. Donc, comment on s'appuie sur ce qu'on a déjà? Oui, on peut innover, oui, on peut faire plusieurs réformes de l'aménagement et de l'urbanisme au Québec, mais comment on joue avec ce qu'on a déjà? Euh, donc, c'est un peu dans cette optique-là que je vais discuter de deux cas aujourd'hui. Je vais essayer d'être le plus bref possible. Il y a beaucoup de choses on pourrait dire sur ces deux villes-là, donc Londres et Paris, deux villes où j'ai habité, j'ai pu voir les changements à travers les années. Euh, comme on a dit déjà un peu plus tôt, là, il y a les mesures carottes et bâtons un peu. Donc, les incitatifs pour encourager certains comportements, puis aussi pour disincentivize ou désinciter certains comportements. Donc, on peut d'un côté rendre le transport en commun et actif plus pratique, par exemple en améliorant et étendant les réseaux et infrastructures, ou en renforçant leur compétitivité tarifaire, par exemple, ou on peut décourager l'utilisation de la voiture solo via des mesures comme la tarification routière ou les restrictions de stationnement, comme ça a été déjà discuté. Euh, pour Paris, il y a beaucoup de choses à dire avec la mairesse qui a été élue, qui vient de commencer son troisième mandat, la mairesse Anne Hidalgo. Il y a eu un leadership assez fort, puis une série de politiques concertées avec différents niveaux de gouvernement. Mais ces ambitions ont aussi été propulsées par les Jeux olympiques cette année. Donc, l'argent et la politique étaient un peu au rendez-vous là, dans les dernières années pour rendre Paris plus vivable et justement plus résiliente si on expand un peu la thématique aujourd'hui. Euh, mais ce qui rend vraiment Paris unique, pourquoi ces politiques de mobilité durable ont fonctionné, c'est vraiment à cause de sa densité. Parce que Paris est très dense et bénéficie déjà d'un fort usage en transport en commun, avec près de la moitié des déplacements domicile-travail effectués en transport en commun. Et dans une récente recherche aussi sur comparant les top 10, les top 9 villes des pays du G7, on a pu voir vraiment là, que Paris et Londres aussi, en termes accessibilité en transport en commun, c'est vraiment c'est des villes qui arrivent vraiment au top de la liste, entre autres Paris à cause de tu marches 5 minutes puis tu as une bouche de métro, puis à Londres tu tournes un coin de rue puis tu as une station d'autobus. Donc ça ça c'est très bien, c'est très connecté. Je sais pas si tu passer à la prochaine slide. Oui, ben ça résume en fait un peu, j'aurais dû la mettre un peu plus tôt, mais ça résume un petit peu ce que je viens de décrire là, par rapport aux mesures bâton-carotte. Vous pouvez y revenir plus tard. C'est dans un de nos rapports. Euh, Prochaine diapositive. Je, euh, Effectivement, c'est aussi ce que j'ai dit. J'ai oublié les diapositives que j'ai faites tout à l'heure. Ici, on peut voir vraiment, Montréal n'est pas, on le sait, c'est une ville très dense comparée aux standards nord-américains qui sont vraiment quand même basés beaucoup sur l'étalement urbain. Mais dans les standards, bien évidemment, européens ou japonais, on voit que la densité urbaine est moindre comparée ça, oui, c'est ça. Euh, donc ici, on peut voir que je pourrais revenir sur Montréal un peu plus tard, mais on voit ici que Paris si je prends l'exemple de Paris, est très bien placé, ainsi que Londres, comme je l'ai dit plus tôt. Euh, Prochaine diapo. Merci. Je vais me concentrer sur une politique plus spécifique
qui est la zone à faible émission, la ZFE, qui est une des multiples politiques que la mairesse et même bien avant elle, en 2015, a été mise en place de façon plus globale en France. Ça s'est passé aussi à Strasbourg, Rennes, Toulouse, Grenoble, les Lyon. Mais il utilise un système de vignettes avec l'utilisation du système critiquaire pour définir des normes d'émission avec l'utilisation de vignettes. Il y a 6 classes environnementales selon le type de véhicule, puis comment il est polluant ou pas. Il y a tout plein de critères pour ça. Les vignettes, c'est vraiment à instaurer des modalités de stationnement favorables, mais aussi des conditions de circulation privilégiées. Par exemple, lors de pics de pollution, il peut y avoir des statements qui soient émis pour faire en sorte que certaines zones ne peuvent pas être utilisées. C'est relativement rare, mais on a vu ça arriver dans les dernières années avec Paris, par exemple. Ou, par exemple, encore de circuler dans des zones à circulation restreinte, comme dans le centre Paris, comme on a vu se concrétiser il y a 2 semaines, je pense, ou la semaine passée. Donc, c'est finalement arrivé au centre de Paris. Et les amendes, si les vignettes ne sont pas respectées, peuvent aller de 68 à 450 euros. Donc, c'est quand même assez intense. Possible de changer à la prochaine diapositive, merci. Cette zone-là, à faible émission, ainsi que les vignettes, c'est vraiment accompagné d'autres mesures, comme j'ai discuté plus tôt, là, de restrictions de stationnement, par exemple, ou de taxes sur les véhicules polluants, qui sont vraiment d'autres mesures à part. Donc, ça, c'est une mesure spécifique. Mais Paris investit aussi beaucoup dans les transports en commun actifs. Puis ça, on connaît Paris, on connaît l'exemple de Paris vraiment pour, on a vu beaucoup de photos de pistes cyclables, la rue Rivoli qui a complètement été changée dans les dernières années. Ça, c'est un exemple clé. Puis c'est pour ça que je voulais pas le prendre aujourd'hui parce que tout le monde est au courant. Mais on parle d'autres projets vraiment structurants qui ont été faits en même temps par une volonté politique, dont le projet Grand Paris Express ou Embellir ma ville, qui est un grand programme de rue-école. On a vu la première rue-école temporaire ouvrir, je pense, dans Ville-Marie la semaine passée, si je ne me trompe pas. Donc, on voit les changements un peu aussi percoler ailleurs dans le monde. Et bien évidemment, comme j'ai dit, des investissements importants d'infrastructures cyclables. Mais comme on sait, ces politiques de mobilité durable amènent vraiment un lot de défis qui sont assez semblables à ce qu'on retrouve au Québec, dans d'autres municipalités au Québec. La collaboration, par exemple, entre les niveaux de gouvernement parisiens et nationaux français, il y a vraiment il peut y avoir par moment un clash, que ce soit politique, mais aussi de ressources, comme a dit Blaise un peu plus tôt. There is so much land that we have. Donc, surtout si on parle de Montréal, qui est sur une île, comment on s'arrange pour que les ressources soient bien utilisées et de façon... je suis over mon temps, c'est ça? Non, c'est correct. Non? Je voulais t'aider. On parlait de la compétition au niveau de l'utilisation de l'espace public. Je pense que c'est à ça que tu faisais référence. Oui, exact. Puis, c'est ça, la dernière chose que je voulais dire, c'est le niveau de réticence aussi ça peut être des différents arrondissements, puis qu'eux aussi sont en compétition par rapport à des ressources financières, puis ça peut entraîner à ce qu'il y ait des interventions ou améliorations inégales à travers le territoire, ce qui se passe un peu à Montréal, qui essaie d'être retouché un peu avec le REV 2, par exemple. Mais on voit aussi des réticences au niveau des commerçants. Si je parle du plan vélo, par exemple, à Québec aussi, avec le nouveau Rêve Québec qui va être instauré dans les prochaines années, il y a une réticence sur des projets structurants de mobilité durable. Donc, voilà, je voulais juste le dénoter. Puis, prochain exemple, si j'ai le temps rapidement, Blandine, est-ce que c'est...
On a quand même dépassé, mais on va te laisser terminer, puis je donnerai la parole ensuite à Jean-Philippe pour compléter justement sur c'est comment aménager l'espace urbain, mieux remanier l'utilisation de l'espace en ville, etc. Mais je te laisse terminer, Audrey, merci. Parfait. OK, très, très rapide. Je vais essayer d'être relativement concise. Euh, Après Singapour, Stockholm et plusieurs autres villes dans le monde, en 2003, donc ça va faire 21 ans, le maire de Londres a décidé de mettre en place un système de tarification routière pour décourager l'utilisation de voitures solo au centre de Londres pour commencer. L'an passé, cette politique de tarification a eu 20 ans et c'était la fin de son expansion totale dans l'entièreté du Grand Londres, qui est le Greater London Authority, qui englobe vraiment les 33 arrondissements de Londres. Mais je voulais prendre un petit moment pour expliquer pourquoi ces politiques, il y a 20 ans et sur 20 ans, ont fonctionné. Puis ça pourrait être relativement intéressant pour le Québec, mais aussi pour Montréal, qui, par exemple, dans le plan 2050, à peu près au milieu du plan climat, il y a une ligne qui dit que Montréal est en train d'évaluer la possibilité d'instaurer une zone carboneutre, je pense que c'est le terme utilisé. Donc là, ça fait 4 ans que cette politique, cette vision-là a été adoptée. Donc, qu'en est-il? Moi, je suis très curieuse de savoir qu'est-ce qui va se passer, comment les commerçants, est-ce que les commerçants, les entreprises, les citoyens qui travaillent et qui vivent aussi dans Ville-Marie, puis aussi, bon, c'est ça, le Vieux-Port, comment ça va fonctionner, puis est-ce qu'ils vont être bien pris en considération. Mais si je reviens à Londres, est-ce que c'est possible de changer de diapo? À la prochaine, je vais skipper celle-là. Ah, il n'y en avait pas une entre les deux? Ah, j'ai changé. Bon, désolée. Donc, c'est peut-être de façon comme un peu plus technique comment ça fonctionne. ULEZ, qui est la zone, décourage les individus à utiliser leur auto solo ou très polluante. C'est un coût d'à peu près 12 et 50 pounds par jour si le véhicule n'a pas d'exception. Donc, par exemple, les taxis électriques ou les camions légers de livraison électrique sont exempts ce frais-là. Mais dans les dernières années, on a vu ben, beaucoup de tensions, mais aussi beaucoup de bénéfices. Puis on a vraiment vu là, depuis dans les 21 dernières années comment ça l'a fait descendre le niveau de pollution de l'air, qui était un grand enjeu à Londres à ce moment, et qui est encore la 11e ville la plus polluée. Mais Montréal n'est pas tant derrière que ça, si je prends encore l'exemple de Montréal. Donc, les gens ils pensent que c'est en Europe puis c'est en Asie que la pollution de l'air est très présente, mais c'est un enjeu, on l'a vu avec les feux de forêt au Québec et aux États-Unis. Je pense que c'est quelque chose, il faut c'est ce type de politique-là, on peut pas tout régler en même temps, mais en agissant sur les politiques de mobilité durable, on peut vraiment agir aussi sur la santé et non juste l'environnement, puis comment on se déplace en ville. Puis je vais m'arrêter là. J'aurais bien d'autres choses à dire, un peu plus techniques, mais voilà. Merci. Merci Audrey, c'est vraiment intéressant d'avoir cette perspective-là. Puis je voyais le visage de Blaise qui souriait aussi quand on parlait d'acceptabilité, tout ça, de ta situation à Montréal. Est-ce que tu veux réagir? Puis Jean-Philippe, je te passerai la parole peut-être juste après pour aussi tes réflexions Oui, sur le côté politique. rapidement, on a fait un panel de discussion là-dessus en septembre dernier, dont l'enregistrement va être disponible dans pas très longtemps, dans quelques semaines, avec Florence Poliac qui a mené une étude là, sur les questions des zones à faible émission, et puis Christian Trottier, qui est le fonctionnaire à la Ville de Montréal, qui travaille là-dessus. Ainsi que Véronique Fournier du Centre d'écologie urbaine. Et puis,
Ben effectivement, là, ça chemine lentement à Montréal, cette question-là, parce que justement, les perceptions de la pollution de l'air puis de la contrainte de l'automobile, elle n'est pas tout à fait, en tout cas, on n'a pas commencé alors que Londres a commencé il y a 20 ans, alors c'est un gros défi. L'autre particularité aussi qu'on n'a pas par rapport à l'Europe, c'est que les zones faibles émissions sont imposées par l'Europe. Alors que, à Montréal, ce serait une initiative de la ville, donc il y a un coût et politique important. Donc, on va voir comment ça va se déployer. Mais déjà, zone priorité piétonne dans le Vieux-Montréal, on voit que ça avance puis que c'est positif, mais qu'effectivement, ça suscite beaucoup d'opposition. Puis on va espérer que c'est comme tous les autres projets de mobilité active qui suscitent beaucoup d'opposition. Une fois que ça va être déployé, les gens vont voir que ça fonctionne, puis vont pas vouloir revenir en arrière après coup. Blandine, ton micro est fermé, alors je crois que tu cèdes la parole à Ouais, quelqu'un. merci, ouais, effectivement. Jean-Philippe, est-ce que tu voulais réagir aussi sur la présentation d'Audrey, puis comment est-ce qu'on peut entraîner la population vers ces changements ou amener les politiques publiques justement à justement faire en sorte que ces changements soient possibles à l'échelle de la ville? Quelques réflexions. Oui, bien en fait, c'est là qu'est le défi, d'amener la population à cet endroit-là, parce que souvent, les exemples, on les a, surtout en Europe, quelques-uns en Asie, en Amérique du Nord, c'est beaucoup plus rare. On a toutes sortes de solutions techniques là, qui ont été mises en place ou temporairement ou de manière permanente un peu partout dans le monde. On comprend bien le désir des transformations, mais quand on observe ce qui se passe en Amérique du Nord, c'est sûr qu'on a des doutes sur comment la population est engagée vers ces transformations-là. On sait que dans les villes, en fait, les urbains, si on enlève les déplacements en avion, parce que les déplacements en avion viennent gâcher tout le portrait, mais si on fait abstraction du fait que les gens prennent l'avion, les urbains ont disons, des taux d'émissions de gaz à effet de serre beaucoup plus faibles que les non-urbains. Et là, quand je parle de non-urbains, j'inclus là-dedans les gens qui habitent dans les banlieues, donc des typologies qui sont, oui, urbaines, mais à très faible densité, ou les régions qui sont plus rurales. Non seulement ils ont moins d'émissions de gaz à effet de serre, mais ils génèrent moins de déchets aussi à traiter. Ils vont consommer moins de ressources naturelles. Donc, en quelque part, le mode de vie urbain, si on veut être plus sobre dans nos émissions de gaz à effet de serre, nos déchets, on veut être plus durable, il est intéressant. Donc, si on part de cette idée-là, c'est intéressant. Donc, on veut le rendre attractif. Par contre, quand on observe ce qui se passe, c'est que de plus en plus, on développe par étalement. En fait, on a développé par étalement pendant longtemps. Puis même si ça fait des décennies qu'on dit qu'il faut cesser de le faire, encore aujourd'hui, on développe beaucoup par étalement. On développe par étalement, donc on rend les développements de plus en plus dépendants de l'automobile. Donc, ça devient très difficile après ça de reconfigurer. Donc, on aimerait ça se développer dans le futur par les secteurs qui ont le moins grand impact sur l'environnement, donc dans les milieux urbains. Et comment est-ce qu'on fait pour ramener les gens là? Bien, il faut que ces milieux de vie-là soient attractifs. Puis pour qu'ils soient attractifs, il faut qu'ils soient aussi, quand on parlait de résilience, là, donc il faut trouver des mécanismes pour que ce milieu-là soit intéressant. Donc là, on va essayer d'enlever la congestion, d'enlever potentiellement les effets sur la santé publique de l'usage trop grand de l'automobile, parce que même si demain matin, on avait tous des voitures électriques, on réduirait de beaucoup, en fait, au Québec, on réduirait de beaucoup nos émissions de gaz à effet de serre parce que nos voitures électriques seraient rechargées à l'hydroélectricité. Dans d'autres pays du monde, on recharge des voitures électriques avec du charbon. Donc, la voiture électrique, ce n'est pas écologique partout. Ça l'est plus à certains endroits qu'à d'autres. Mais même si on ajoute l'argument que ça peut être un bon objectif d'électrifier pour diminuer les gaz à effet de serre, on reste que l'usage de l'automobile en ville requiert beaucoup d'espace, comme Blaise l'a dit tantôt. Puis ces espaces-là sont bétonnés ou asphaltés par définition pour que les voitures puissent rouler dessus. Donc, ça génère des îlots de chaleur, des inconforts. Les voitures vont émettre des particules fines, donc ça va affecter la santé des gens. Donc, on a un enjeu de santé publique à l'utilisation des voitures, qu'elles soient électriques ou au gaz, peu importe le véhicule, il y a un enjeu par rapport à ça.
Donc, on veut des milieux urbains dans lesquels les gens se déplacent autant que possible à pied, potentiellement en vélo. Si jamais c'est des distances plus grandes, idéalement en transport en commun et dans le dernier des recours, dans des véhicules privés motorisés pour qu'on puisse réallouer l'espace à un ensemble d'activités, puis qu'on puisse réallouer l'espace aussi pour la présence de végétation en ville, parce qu'on sait que pour lutter contre les îlots de chaleur et mieux gérer l'eau en ville, les espaces naturels, c'est un outil privilégié pour le faire. Puis en plus, ça agrémente la vie des gens qui sont en ville. Donc, ça a plusieurs bénéfices de réallouer l'espace pour des espaces naturels en ville. Donc, on connaît un peu les techniques, on sait un peu ce qu'on devrait faire, mais c'est très difficile d'en faire la promotion puis d'amener les gens à y arriver. C'est sûr que quand on a des exemples qui nous viennent d'ailleurs, ou encore quand on a des exemples de transformation réussie, les gens disent oui, c'est intéressant, il faut que les villes il faut que les quartiers qu'on développe soient denses. Pourquoi il faut qu'ils soient denses? Parce que si on veut favoriser les déplacements à pied, qui sont les plus faciles à faire, il faut avoir un minimum de densité pour que les gens puissent dire, ben oui, de mon point A à mon point B, c'est proche, puis il y a beaucoup de diversité entre les deux, donc je peux faire plusieurs déplacements. Donc, ça prend de la densité, ça prend de la diversité. Puis moi, je veux souvent dire, ça prend de la centralité. C'est-à-dire, on fait des développements à densité, des fois, dans des lieux qui sont plus ou moins pertinents, ce qui fait qu'on n'arrive pas à connecter ces lieux-là ou on n'arrive pas à générer la diversité. Donc, plus les lieux à haute densité sont collés les uns sur les autres, puis avec des centralités fortes, plus on va être capable d'augmenter. Donc, quand Blaise tantôt disait on a à peine 35 des déplacements en centre-ville qui vont se faire en automobile. Je pense qu'il n'y a pas si longtemps, c'était même moins que ça. C'est parce que les gens peuvent marcher plus facilement d'un point A à un point B pour une raison X, Y ou Z. Soit pour se déplacer pour travailler, soit pour se déplacer pour consommer ou se déplacer pour aller voir quelqu'un. Si on est dans une zone à plus haute densité avec une diversité d'activités, on va être capable de faire, ce qui va réduire de beaucoup nos dépendances. Après, j'aimerais ça donner un exemple contrastant. Là, Audrey a fait des exemples des villes qui ont réussi, en fait, des villes qui sont très denses. Là, on parle de Londres et Paris, là, donc ce n'est pas des villages de campagne. C'est des villes de plus de 10 millions d'habitants. Donc, déjà, c'est des très, très grandes métropoles avec des zones centrales déjà très, très densifiées au départ. Donc, il y a des atouts de territoire intéressants. Moi, j'ai souvent des étudiants qui vont me demander, qui vont me dire, ben, c'est la fin de l'automobile. L'automobile en ville, ça ne fonctionne pas. Puis j'aime beaucoup leur donner des exemples, des contre-exemples, en fait. Qu'aux États-Unis, il y a des régions urbaines au Texas, si on prend les grandes villes du Texas, Dallas et Houston ou Atlanta en Géorgie, qui sont des villes qui ont tout misé sur l'automobile et qui sont relativement fonctionnelles, c'est-à-dire techniquement fonctionnelles. C'est-à-dire les gens sont capables de passer du point A au point B, ça fonctionne bien, ils sont dépendants de l'automobile. Si vous n'avez pas d'automobile, vous allez mal fonctionner dans ces environnements-là, mais les gens en ont tous. Donc, ça fonctionne. C'est des villes qui sont en forte croissance, développement économique, des bons services, des bons emplois. Donc, l'inverse de ce qu'on dit fonctionne aussi. C'est pour ça que tantôt, je parlais de contraintes sociales. Est-ce que Dallas ou Atlanta sont des villes résilientes? Bien, quand il fait chaud dans ces villes-là, plutôt que de mettre de la nature en ville, on met l'air climatisé. Quand il y a des problèmes de gestion de l'eau, parce que c'est très, très minéralisé comme territoire, on va canaliser plus gros. Et on arrive à être relativement résilient, si on veut, avec des typologies de développement qui sont complètement contraires à ce qu'on essaie de défendre pour améliorer disons, le bilan environnemental des humains sur Terre. Mais si on arrive un jour à imposer une contrainte sociale, c'est-à-dire que si on dit, écoutez, l'utilisation de l'automobile va être contrainte par des politiques fédérales américaines, par exemple. Là, ça ne se passera pas dans le prochain 4 ans, on le sait, peut-être pas dans le prochain 12 non plus. Mais admettons qu'un jour, on arrive à se contraindre en tant qu'être humain puis de se dire il va falloir mettre en place des politiques pour favoriser d'autres formes de mobilité puis pour réduire notre empreinte écologique. Bien, à ce moment-là, Atlanta, Houston puis Dallas ne sont pas résilientes. Ce n'est pas des villes résilientes. Et c'est cette idée-là, je reviens sur la question de départ, là, parce que je prends un petit détour, mais c'est ça qui m'amène toujours à dire que tant et aussi longtemps qu'on n'a pas on n'a pas la population qui nous suit là-dedans, on n'est pas capable d'aller convaincre les gens que c'est important de faire ces transformations-là. Pour que les gens finissent par appuyer les idées politiques de certains partis politiques qui vont promouvoir ces idées-là,
que ces partis de politique-là puissent prendre le pouvoir, mais aussi se doter des moyens pour y arriver, c'est-à-dire aller chercher l'argent, lever les impôts, mettre en place les politiques, puis faire ces transformations-là. Donc, la mairesse Hidalgo à Paris, évidemment, elle a son bassin d'électeurs qui lui dit, oui, nous, on embarque dans le projet, c'est bien. D'autant plus que l'argent qui tombait du ciel pour les Jeux olympiques, donc on en a profité pour aménager certaines choses. Donc, on a des villes qui fonctionnent bien, qui sont appuyées par une population qui y croit puis qui veut aller dans cette direction-là. Évidemment, moins les gens sont dépendants de l'automobile au départ. Paris était très dense au départ, donc déjà la dépendance était plus faible. Même chose à Londres, puis dans certaines villes européennes, vous avez ça. Donc déjà, les gens vont pouvoir être plus enclins à appuyer ces politiques-là. Même aux États-Unis, vous allez avoir des villes comme New York, San Francisco, Washington, qui vont être capables de mettre en place des politiques super intéressantes parce que les gens, déjà, ils sont moins dépendants à l'automobile et ils sont capables d'appuyer des partis politiques ou des mesures politiques qui vont le faire dans les zones où les gens sont très dépendants. Puis Montréal n'est pas une zone en Amérique du Nord où les gens sont très dépendants de l'automobile. Blaise l'a dit tantôt, centre-ville, dans les quartiers centraux de Montréal, il y a des potentiels incroyables pour mettre l'automobile de côté. C'est toujours étonnant de voir que l'automobile est en augmentation en termes d'utilisation dans ces quartiers-là. Ça veut dire qu'on n'est pas très efficace dans nos politiques publiques, parce que même là où on serait capable de le faire, on n'y arrive pas. Mais là où, dans les zones où les gens sont très dépendants, ça devient très difficile. Il y a un gros défi d'aller chercher ces gens-là, de les convaincre, de leur donner des solutions autres que juste l'électrification des transports, puis d'arriver à transformer notre territoire. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Je pense que sur le plan technique, on a les solutions. C'est sur le plan politique, sur le plan humain, sur le plan social qu'il faut développer des stratégies. On en parle depuis des décennies. Puis au lieu d'avancer, là, présentement, on est plutôt en train de reculer tranquillement. Donc, il faudra multiplier les exemples, faire des transformations. Je sais qu'au niveau municipal, on a quand même des élus municipaux qui sont très, très dynamiques. Je pense notamment à Longueuil, Laval, là, qui sont des banlieues typiques qui se transforment tranquillement en quartier urbain. Donc, il y a quand même toutes sortes d'exemples qu'on peut sortir puis de dire il y a des transformations, il y a des pouvoirs politiques qui poussent, il y a des citoyens qui les ont appuyés quelque part. Donc, je pense qu'il y a de l'espoir dans ces coins-là, mais c'est certain que le grand défi d'aujourd'hui, c'est d'être capable d'aller dialoguer avec la population, embarquer la population dans les projets, ailleurs que dans les quartiers qui sont déjà prédisposés à le faire, dont le plateau Mont-Royal à Montréal, par exemple. Là, c'est facile de le faire parce que le quartier est prédisposé. À Laval ou à Longueuil, c'est pour ça que je nomme ces villes-là, c'est parce qu'au départ, ils ne sont pas prédisposés à faire ces transformations-là. Il y a des pressions pour que ça arrive, mais c'est pas évident de porter ça politiquement dans ces territoires-là. Donc, oui, il y a de l'espoir, il y a des choses intéressantes, mais ça reste un défi politique super important. Donc, ça nous amène vers notre peut-être avant-dernière question. Donc là, on a parlé du défi, vraiment de convaincre la population pour emmener tout le monde vers ces changements. Les autres panélistes, Blaise, Dominique, Audrey, est-ce que vous auriez un élément à citer comme un grand défi ou une solution, un quick win, mettons, sur lequel vous pensez qu'on devrait vraiment insister, concentrer nos efforts pour amener des changements? Donc, pour vous, ça serait quoi le plus grand défi ou la solution la plus porteuse, la plus prometteuse pour répondre à ces questions mobilité, résilience? Qui veut prendre la parole après Jean-Philippe? Je peux sauter, mais oui, donc je vais tricher, je vais en nommer deux. Donc, je pense qu'en effet, la question de l'adhésion est majeure, là. C'est le gros défi. Je pense qu'on a besoin d'avoir un discours qui est plus segmenté. Par exemple, quand il y a des sondages entre 5 et 20 de la population qui a une automobile souhaite s'en départir ou évalue s'en départir. Tout le monde parle du coût de la vie au panier d'épicerie, là, mais ça coûte plus cher que ça avoir une auto. Et puis, le coût augmente. Et donc, je pense qu'il faut s'adresser à ces gens-là, puis les accompagner dans le changement, comme Dominique mentionnait, les aider à prendre des décisions différentes pour leur mobilité. Puis, à l'autre opposé du spectre, ben, on est dans une ville où il y a 30 des ménages qui n'ont pas de voiture. Puis, je pense qu'il faut qu'ils prennent conscience de leur poids politique énorme et
qu'elle refuse de soutenir puis de subir la possession puis l'utilisation automobile des autres. Puis là, je vais faire une passe sur la palette des syndicats. Une des choses, je pense, là, qui est le traitement très inégal des employés entre les employés qui se déplacent en automobile où l'employeur fournit le stationnement gratuitement, puis les autres qui ont le droit à un rack à vélo puis une douche s'ils sont chanceux. Mais donc, qu'il y ait un traitement égal, par exemple, donc que les employés qui ne viennent pas en automobile au travail mettent leur pied à terre et puis demandent un traitement égal à leur employeur. Donc, et puis ça s'applique dans plein de choses, que ces personnes-là arrêtent de payer le stationnement des autres à travers leurs taxes municipales, etc., etc., etc. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à faire là, dans la conscientisation de ce gros poids de 30 %-là et qui est en augmentation. Ah oui, petite bonne nouvelle. Le nombre de voitures sur l'île de Montréal stagne depuis 3 ans et le nombre de déplacements en voiture a diminué là, dans le dernier sondage de 8 là, si je ne m'abuse. J'avais le chiffre exact, je vais vous le dire parce qu'il est vraiment réjouissant. 13 moins de déplacements en automobile dans la région de Montréal entre 2018 et 2023. Donc, c'est en train de changer. Ça aussi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut marteler pour changer la perception que les gens ont. Mais oui, il en faut des bonnes nouvelles, c'est sûr. On va espérer que ça s'inscrit dans une tendance. Dominique, est-ce que vous voulez réagir là-dessus? Ben, oui. Encore là, je vais essayer de le faire court parce qu'il y a beaucoup Oui, le temps. d'éléments. On va essayer de laisser quelques Ouais. minutes aux questions autour de la table. Donc, on va essayer d'être succinct pour terminer. Merci. Oui. Pour répondre à M. Rémillard, on en fait des demandes dans ce sens-là, puis je vous avoue que c'est très difficile de convaincre des employeurs de donner des avantages aussitôt que ça coûte de l'argent. Puis je vais prendre un exemple très flagrant. Dans le privé, on a demandé à une compagnie de transporteurs privés qui donne du service public dans une ville d'offrir le transport gratuit pour ses propres salariés et ça a été un refus catégorique. Donc, oui, on rentre dans ce sens-là. Pour revenir à la question, je pense que les plus grands changements qu'il faut avoir, c'est dans la façon de penser le financement du transport collectif. Je l'explique, puis je vais prendre des exemples avec des impacts. On parle d'adhésion de la population à prendre le transport public. Moi, il y a une corrélation que j'aimerais faire, c'est que les diminutions de transport, de déplacement fait en voiture, il y a un lien de causalité avec le télétravail qu'il ne faut pas oublier. Parce que présentement, on bat des records d'achalandage sur le pont Champlain de voitures. Les mardis, mercredis et jeudis, à cause du télétravail et la demande des employeurs d'avoir les salariés en présentiel. Dans le financement, présentement, ce qu'on finance, c'est l'efficacité. On regarde de façon comptable le transport public. Donc, on veut de l'efficacité de transport. Pour y arriver, les décisions qui sont prises, c'est de dire, on va copier un petit peu le modèle européen. On va mettre plusieurs modes ou plusieurs circuits interconnectés. Donc, en faisant ça, si on se fie au modèle européen, bien, chaque mode ou chaque circuit vont s'entraider. Ici, on les met en compétition et on cannibalise la clientèle. Le REM est le plus bel exemple. Dans la loi du REM, c'est prévu qu'il n'y a aucun autobus qui peut traverser le pont si le REM est en fonction. Donc, les circuits de la 90, de la 45, qui étaient à l'époque au RTL, qui faisaient le transport de la clientèle vers Montréal, bien, aujourd'hui, ils ne peuvent plus, ils sont obligés de les débarquer au REM, puis c'est le REM qui fait la traversée. L'impact de ça, c'est qu'un circuit qui prenait 20 minutes avant pour le client, que ça il prenait 20 minutes de se rendre au centre-ville, maintenant, ça y prend 30 minutes. On a ajouté 10 minutes avec un coût plus élevé et une intermodalité obligatoire. Au lieu que ça soit un outil de plus, c'est un outil obligatoire qui rallonge le temps de transport. Et dans les projets à venir, c'est la même chose. On va
parler de corridors dédiés, d'axes métropolitains qui vont obliger encore là un transfert. Donc, le modèle de financement qui a amené le monde à l'époque d'embarquer dans les autobus et le transport public, c'était la pensée en arrière du financement. Il faut financer du transport où est-ce qu'il y a de la fréquence et il y a de l'espace dans les autobus. Maintenant, ça a amené du monde dans les autobus. Maintenant, ce qu'on fait, c'est de dire quand on aura assez de clients pour dire que l'autobus est plein, on rajoutera de la fréquence. Et ça fait en sorte non seulement il n'y a pas d'adhésion de la population au transport public, mais on sort le monde des autobus pour les remettre dans leurs véhicules. D'autant plus les décisions au niveau de l'électrification. D'électrifier les autobus, ce n'est pas la solution pour décarboner. La solution pour décarboner, c'est d'avoir plus d'autobus, moins de voitures sur le transport. Et au Québec, on finance 4 fois moins que l'Ontario euh, entre le transport, entre les voitures et le transport public. Les routes sont beaucoup plus financées, les infrastructures routières, que le transport public. En Ontario, c'est 4 fois plus qui est investi dans le transport public comparativement aux infrastructures routières. Donc, tant qu'on aura des décisions financières de cet ordre-là, de ce type-là, ben on ne s'en sortira pas, à mon avis. Je ne sais pas si j'ai réussi à faire ça court, mais... D'accord, Dominique, c'est toujours un défi. Merci pour l'élément de réponse. Audrey, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose en termes de... Tu nous as quand même présenté pas mal de défis et de solutions dans ton exposé. S'il y avait une chose supplémentaire à souligner, est-ce que tu veux ajouter un élément ou sinon on peut enchaîner sur une question un petit peu plus large pour finir parce que semble-t-il il n'y a pas encore de questions du public sauf si quelqu'un veut lever la main à un moment donné. On a encore quelques minutes jusqu'à 16h30 dans ceux qui nous écoutent. Sinon j'allais demander est-ce que en fait là dans le cadre de la COP29 on sait que les États sont à prendre des engagements au niveau du Québec ou au niveau du Canada en faveur de l'action climatique. On espère que le Québec et le Canada vont s'engager de manière ambitieuse. Quels seraient, à votre avis, les engagements ou un engagement majeur significatif qu'on pourrait espérer en fait de la part de nos gouvernements, soit au niveau provincial, soit au niveau fédéral, qui pourrait avoir justement un impact positif sur les enjeux qu'on a soulevés, donc en faveur d'une mobilité plus durable, en faveur d'une meilleure résilience de nos villes. Est-ce que quelqu'un... Oui, vas-y Audrey. Oui, si je peux me permettre, j'aimerais ça un peu shifter ou changer la formule la formulation de la question qui est un peu qu'est-ce que, dans ce contexte-ci de 2 semaines de négociation, qu'est-ce que le Québec et le Canada peut nous promettre aux municipalités québécoises? Puis ça, c'est un peu l'enjeu principal qu'on voit à travers le monde avec des États fédéraux où il y a vraiment une composition de province ou d'État. Puis je pense que c'est quelque chose, il y a définitivement un blocage de compétences, mais aussi, on vient de parler, là, Dominique vient de parler de financement, de fiscalité aussi de façon générale pour les villes. Si on n'est pas capable d'aller chercher les revenus nécessaires pour propulser un peu puis accélérer certaines actions, ça va être impossible. Puis je pense que c'est quelque chose on discute depuis longtemps dans le discours public, depuis les 3 dernières élections provinciales au Québec. Je pense que ça va être important. Au niveau international, c'est là un peu contre-intuitif parce là, en ce moment, la thématique est la COP29, mais on parle ici en ce moment des villes. Donc, moi, j'aurais tendance à dire justement, oui, à l'international, il y a de l'échange de pratiques. On peut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Il y a eu le premier Cities Local Summit qui s'est organisé l'année passée. C'est la première fois que les villes avaient vraiment un réel un poids sur la table des négociations. Donc là, j'ai pas lu assez les développements
puis en fait, aujourd'hui, c'est le World Urbanization Day. Donc, aujourd'hui, il y avait aussi une couple d'événements à cet effet. Je vais voir par la suite, à la fin de la journée, qu'en est-il. Mais voilà, si j'essaie de summarize ça, je pense qu'il faut voir comment nous, on renégocie un peu qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qu'on peut avoir des autres. Malheureusement, c'est ça notre réalité ou bien heureusement au Québec et à Montréal et dans d'autres municipalités. C'est de revisiter quelle est la relation avec le Canada puis le Québec à l'extérieur des leviers qu'on a déjà, comme on a discuté. Donc, on n'a pas besoin de réinventer la roue, mais qu'est-ce qu'on peut aller chercher de plus comme entente. Moi, je dirais que ça serait ça là, dans le contexte multilatéral de coopération. Merci, Audrey. Est-ce que Jean-Philippe ou Blaise, Blaise, je te vois ouvrir ton Oui, micro. je peux poursuivre. Bon, moi non plus, j'ai pas suivi malheureusement les négociations, mais bon, comme membre de l'Alliance Transit pour le financement du transport collectif, l'année dernière, on avait fait une entente avec, j'oublie le nom de la coalition internationale sur le financement des transports collectifs qui finalement dit qu'il faudrait doubler l'offre de transport collectif d'ici 10 ans pour y arriver. Et Équiterre, Blandine, tu pourras peut-être nous en parler davantage, elle a fait une étude avec Environmental Defense qui disait que le gouvernement fédéral serait capable de contribuer avec des sommes équivalentes à celles qu'ils ont investies dans le pipeline en Colombie-Britannique. Donc, ça, c'est un exemple d'engagement concret. Au Québec, je pense qu'on n'est plus à l'étape des engagements parce que les engagements, on ne les respecte pas. Alors, on a une politique de mobilité durable qui dit, par exemple, qu'il faut augmenter l'offre de transport collectif de 5 par année, puis on est à zéro. Alors, là, je pense que l'engagement, ce serait juste de respecter les engagements déjà pris et on serait sur la bonne voie. Alors, je pense que c'est ce que je peux dire là pour les engagements. On a les bons, on a les bons, mais après, c'est la mise en œuvre de ça qui est vraiment déficiente là, présentement. Merci, Blaise. Jean-Philippe? Oui. Mais je suis peut-être un peu plus cynique que Blaise encore, c'est-à-dire que Blaise dit on a les bons engagements, on devrait les maintenir. Moi, je pense qu'on n'avait pas les bons engagements, c'est-à-dire qu'on aurait dû s'engager davantage, mais dans le contexte actuel, ma plus grande crainte, c'est qu'on recule. Le contexte politique est particulier présentement. Là, on négocie avec un contexte politique nord-américain où on a une montée des partis anti-environnement qui cartonnent. Là. Donc, moi, j'ai une grosse crainte. On a une taxe sur le carbone au Canada qui c'était même pas audacieux. Pour moi, c'était comme le gros bon sens. Mais on semble vouloir miser sur exactement quand on va changer de gouvernement, c'est la première chose qu'on enlève. Puis après, on dit oui, il faut investir dans le transport en commun. Moi, je vous dis, investir dans le transport en commun, ça ne sert absolument à rien si les autobus sont pour rouler à vide. Donc, le transport en commun, c'est un outil de transition. C'est-à-dire, si on veut transitionner d'une société qui est très dépendante à l'automobile à une société qui change sa mobilité pour une mobilité plus durable, on a besoin d'investir dans le transport en commun parce qu'on ne sera pas capable d'accueillir tous les automobilistes qui vont larguer leur voiture demain s'ils décidaient de le faire. Le seul problème, c'est que personne n'est en voie de larguer sa voiture, puis potentiellement même qu'on va faciliter les déplacements automobiles dans le futur. Si on fait ça en même temps qu'on investit dans le transport en commun, on va gaspiller énormément d'argent dans des politiques qui ne servent à rien. Donc, moi, ma grosse crainte, c'est de reculer. Donc, j'espère que les taxes sur le carbone vont être maintenues dans les prochaines années. J'espère même qu'on va pousser encore plus dans ce sens-là, puis que les investissements en transport en commun vont devenir nécessaires. Là, pour l'instant, le problème, c'est qu'on n'a même pas les chiffres pour être capable de montrer que les investissements en transport en commun sont nécessaires, puisque les achalandages, là, ils ont remonté. Je pense qu'on est rendu à presque 90 de pré-pandémie.
Mais on est quand même dans une situation où on n'a pas, parce que les déplacements ont baissé, ce n'est pas nécessairement que les gens sont partis en automobile. Là, tantôt, Blaise l'a dit, il y a un recul des déplacements. En fait, il y a un recul de toutes les formes de déplacement, mais surtout des déplacements en transport en commun dans toutes les formes de déplacement. C'est ceux qui ont reculé le plus. Donc, si on veut ramener les gens dans le transport en commun, il faut quand même avoir des politiques qui poussent vers ça, puis à ce moment-là aussi investir en même temps qu'on le fait. Mais si on ne pousse pas les gens vers le transport en commun, ça devient difficile de justifier qu'on investisse. Donc, pour moi, j'espère qu'ils vont s'engager à maintenir la direction, mettre en place les politiques qu'on a déjà sur la table, puis qu'on ne recule pas. C'est mon souhait le plus profond. Ben non, tout à fait. On ne veut pas reculer, on veut juste avancer, trouver des solutions. Il faut continuer à avoir de l'ambition. Je vous ai mis dans le chat le lien vers le rapport d'Équiterre que Blaise mentionnait. Nous, on en a des solutions à Équiterre, en fait, en transport collectif. On a trouvé des solutions pour doubler l'achalandage des transports collectifs. Ça demande des moyens financiers, vous l'avez dit, mais ce que notre rapport souligne, c'est qu'en doublant effectivement les sommes qui sont prévues dans le cadre du Fonds permanent pour le transport en commun par le gouvernement fédéral, en doublant ces sommes-là, on pourrait en fait non seulement doubler l'achalandage du transport collectif, mais diminuer aussi les kilomètres parcourus en auto solo de 35%. Et les émissions de gaz à effet de serre de 65 millions de tonnes, donc c'est pas rien. Et voilà, je vous conseille de regarder ce rapport. Il y a un sommaire exécutif là, si vous voulez pas lire si vous ne voulez pas lire les 80 et quelques pages du rapport, il y a quand même moyen de se tenir à l'essentiel. Puis c'est des solutions qu'on est allé porter au niveau fédéral auprès des différents membres du gouvernement, de députés et de ministres pour faire valoir ces recommandations. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être pour les 3 minutes qui restent, si autour de la table, les personnes qui nous écoutent veulent lever la main pour poser des questions supplémentaires à nos panélistes. Je vais laisser la parole, je vais rendre peut-être la parole et le micro à Agathe pour conclure. Merci en tout cas à toutes et à tous pour votre participation au panel. Absolument, mais je tiens juste à remercier là, profondément Dominique, Audrey, Jean-Philippe, Blaise, et évidemment aussi Blandine pour l'animation et pour nous avoir partagé là, votre expertise. Ça a été une discussion là, très enrichissante, très complémentaire et très intéressante. Donc, merci beaucoup de vous être prêtés au jeu, de nous avoir justement partagé vos expertises. Puis, aux personnes qui écoutent, je tiens juste à vous dire qu'il nous reste quelques jours d'événements, dont un événement de clôture là, en personne si vous êtes à Montréal lundi soir. Donc, je vous invite à voir les réseaux que j'ai mis dans le clavardage des dialogues pour vous inscrire au reste de la programmation si ça vous intéresse. Et sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et merci à tous et à toutes. Merci. Merci, bonne fin de journée. Merci. Merci.